c'est pour ça que voilà, sortir des lectures et de tout ça pour quelque chose de corporel, de concret, dans l'expérience, quoi. Quelque chose qui m'aide à basculer sans être... parce que je suis très très cérébrale. C'est depuis toujours, je cogite, quoi. Et j'ai une formation plutôt intellectuelle, je voulais faire un travail plutôt intellectuel, je voulais faire de la recherche en psychologie à la base. Donc tout ça, ça fait que voilà, j'ai ce réflexe, ce conditionnement de vouloir comprendre par le mental. Donc c'est dur. J'ai bien connu ça aussi. Ouais. Donc il y a des moments où ça, tout à coup, il y a une sorte de basculement, mais ça résiste. Ça résiste. Avec aussi, comme je te le disais la dernière fois, cette espèce de peur du vide et de disparaître qui intervient quand je sens que la bascule pourrait se faire ou que ça se fait et tout de suite ça se referme. Ouais. C'est là que c'est important peut-être d'être accompagné. Parce que quand on commence à aller vers le vide, dès que la mémoire s'empare du vide, le vide devient angoissant. Le vrai vide est plein d'amour. Et le vide, tel que la mémoire l'étiquette, est comme un néant, en fait, tu vois. C'est ça. Ouais. Et oui, puis une réaction égotique de... j'avais eu donc des moments de bascule comme ça, et puis j'avais eu cette plus grande expérience qui a eu plus de fruits, on va dire, à la lecture d'un texte de Stéphane Jourdain. Ah oui. Et... Quel poète. C'est magnifique. Ouais. Et ouais, j'avais eu cet éveil avec c'était vraiment une extase. Et vraiment la réalisation que c'est pas le petit moi qui avait cette réalisation justement, que c'est pas lui. Et là il y a eu la pensée de maintenant je me souviens plus de la formulation parce que j'étais très jeune, mais quelque chose qui me paraissait c'est pour moi, c'est moi qui veux, c'est pas juste. Et du coup quand c'est redescendu, quand il y a eu ce basculement à débasculer on va dire, il y avait quand même une ouverture. En fait, c'est comme si tout ce qui était mental reprenait un peu le dessus, mais j'étais au fond de l'océan et il y avait des vagues. Oui. Et ça ne me dérangeait pas du coup. Mais petit à petit, l'agitation des vagues s'est faite de plus en plus forte et ça s'est contracté autour d'une seule vague. Et voilà, ça s'est perdu complètement. Mais au départ, ça ne me gênait pas et au contraire, j'avais une sorte de joie à avoir retrouvé un peu ce moi qui pouvait se dire ce qu'est mon expérience, même si je savais que... c'était dans un entre-deux et j'ai pas résisté à ça, quoi, parce que je pense que je ne voulais pas. Je voulais pas que ce soit pas pour moi, petit moi. Alors que maintenant, je me sens plus prête. J'ai l'impression qu'il y a moins cette résistance, malgré tout. Et oui, comme tu disais, je me suis vraiment fait la réflexion qu'un accompagnement c'était nécessaire. En fait, ce qui m'a fait réaliser, c'est justement les séances chez José, parce que j'avais fait chez moi ces exercices de la vision sans tête que je trouvais pas. Et quand quelqu'un t'amène, quand c'est quelqu'un d'autre qui parle, qui a une autre présence, qui te décentre un peu de toi, ça fait toute la différence. Et là, je me suis dit, il faut que je sois accompagnée, en fait. Ouais. C'est évident. C'est vrai. C'est vrai que la vision sans tête, il y a quand même 1000 façons de l'expliquer, de l'amener, le rythme de la voix, les cassures de rythme, amener vers la surprise. Il y a toute une pédagogie. Exactement. C'est comme la musique. Et il y a une musique. Voilà, il y a une musique dans la vie et c'est comme dans le toucher corporel, dans la présence. C'est pour ça aussi que c'est si important aussi quand on écoute une émotion, ce qu'on fait rarement dans la voix non duelle. Beaucoup de gens considèrent que les émotions sont pas là pour être écoutées. En tout cas, on le dit plus ou moins, mais on le fait jamais en satsang. Alors que ça constitue certainement 80-90% des résistances. Si elles ne sont pas écoutées, et quand on écoute une émotion, qu'on la laisse se déployer,
et ben, il y a ceci d'extraordinaire qu'on est tellement saisi par l'émotion, beaucoup plus que par une pensée, qu'on la suit, comme les lumières, tu sais, des feux d'artifice dans une nuit, tu vois, et quand le feu d'artifice touche à la fin, on est tellement attentif aux dernières lumières, aux derniers éclats, que soudain, quand ça s'arrête, il y a ce saisissement, tu vois, de la beauté de la nuit, de la beauté du silence. Et c'est pour ça qu'il y a une possibilité de révélation très forte par contraste. Comme lorsqu'il y a une tempête qui se lève avec les nuages très noirs, tu vois, une pluie battante, le vent qui fait rage, tout d'un coup, tu as déjà vécu ça? Tout d'un coup, tout se lève, tu sens le vent qui arrive, l'orage, paf. Et puis, un quart d'heure après, une demi-heure après, une éclaircie incroyable, le soleil qui arrive. Et là, tu vois toute la beauté des feuilles, de la lumière, tu vois, tout devient, ton attention, elle est pleine, tu vois. Donc c'est vrai que ça a son importance. Oui. C'est vrai, oui, ce que tu dis, c'est très vrai. Et même au-delà, enfin, en dehors du fait d'arriver à un silence non-duel, quand il y a une tempête émotionnelle très forte, après, en général, oui, on ressent plus fortement, plus positivement pour un certain temps, jusqu'à ce que c'est flux et c'est reflux. Mais c'est vrai que je l'avais jamais vu comme ça. C'est une perspective assez intéressante. C'est pour ça qu'on joue aussi beaucoup dans la pédagogie non-duelle par les contrastes. On parle de l'ego, quand on fait la vision, l'exercice du doigt, on part vraiment des perceptions, on prend le temps de définir la perception, elle a une couleur, elle a une durée de vie, elle a une forme, elle est opaque, elle peut être dessinée, elle a un nom, elle est localisée dans l'espace et dans le temps. Et on progresse comme ça a son importance. Et puis on progresse, on monte, et tout d'un coup, paf, il y a ce saisissement. Oh, mon Dieu, là, il n'y a ni couleur, ni... Donc le contraste de l'enseignement est important. Et puis l'unité dont tu parlais la dernière fois, c'est aussi ce qui m'a intéressé. De faire l'unité. Cette méthode, entre guillemets, de faire l'unité. Oui, alors avec ça, l'émotion qui surgit. Bien sûr, alors ça c'est plutôt on va dire la vision sans tête s'inscrit plutôt dans une sorte de retournement de la conscience, comme on peut le faire dans le Jnana Yoga, dans la voie védantique, se sépare de la perception pour découvrir un espace vide en nous. Et une fois qu'on l'a découvert, on découvre que cet espace vide fait un avec tout. Donc on part de l'idée d'être quelqu'un, d'être identifié, à la désidentification dans l'idée d'être personne, d'être rien, et puis on bascule vers le tout. Ça c'est la voie plutôt védantique, parce que et dans la voie tantrique, on part du principe que tout est conscience tout de suite. Donc on fait l'unité avec tout. Et quand tu regardes, tu as déjà lu un texte qui s'appelle le Vijnana Bhairava Tantra? J'ai lu des passages. Ouais. Je crois que c'est 108 stances ou 116 stances, je ne sais pas combien. Peut-être 112 peut-être. En tout cas, c'est Shakti qui demande à Shiva comment se réaliser. Et il propose plein de petits exercices très concrets. Basés sur les émotions, basés sur le souffle, basés sur certaines qui ressemblent presque à la vision sans tête. Et toutes ces petites expériences qui sont un peu semblables à ce qui se passe dans le quotidien, sont à chaque fois une occasion de découvrir ta vraie nature, de réaliser l'absolu, de faire l'unité. Ça c'est la voie tantrique. Ouais. Moi j'aime bien, je propose les deux parce que pour pointer, comme on fait dans la vision sans tête, directement vers l'espace, on va dire que ça c'est facile quand tout va bien. Exactement. Voilà. Ramener l'attention, comme le propose Ramana Maharshi, vers l'apparent jeu qui pense les pensées,
c'est relativement facile lorsque tout va bien, qu'on est en satsang, entre amis, chercheurs de vérité, ou qu'on est bien installé, voilà, devant la mer, ou sur son sofa, avec pas trop de problèmes. Et quand le mental est trop agité, quand le corps est habité d'émotions agitées, quoi, en fait, hein. Quand il y a des choses qui n'ont pas été écoutées, c'est très très difficile. Parce que quand tu vas retourner l'attention, tu as toutes sortes de trucs qui... Ah non, non, je ne veux pas. Tu vois. Et donc on est attiré, l'attention est attirée par l'attention, par l'émotion. Elle est attirée par les pensées négatives. Elle est attirée par toutes sortes de choses qu'on trouve plus importantes. Alors là, au lieu d'essayer encore et encore, comme on le fait systématiquement dans la vision sans tête, moi je propose de prendre un moment. Ok, c'est pas la peine de pointer vers là. Quand quelque chose est difficile, il ne faut pas insister, en fait, de mon point de vue. Il faut toujours que ce soit facile. Donc quand on est trop aimanté par une émotion, ou par une image mentale, ou par un souvenir, ou par une mémoire, moi je propose plutôt de se laisser complètement submerger, au contraire, par l'émotion, par la mémoire, être la mémoire. Là c'est la voie de l'amour, c'est la voie je deviens ça, parce qu'on est, de toute façon, on est tellement aimanté qu'autant faire l'unité avec. Et puis que l'on découvre la vacuité de l'objet, c'est-à-dire de l'émotion, de la pensée, ça, oui, ça, bravo. Voilà, ou que l'on découvre la vacuité du sujet, au fond c'est la même chose, parce que si l'objet est vidé de sa substance, il n'y a pas de sujet non plus. Le sujet disparaît. C'est pour ça que, par exemple, j'ai longtemps suivi l'enseignement de Krishnamurti, enfin suivi en lisant ses livres. Ça m'a rappelé Krishnamurti, l'idée de faire un avec la peur. Voilà, il parle beaucoup de ça. Il parle beaucoup de ce regard désencombré, hein, de ce regard d'unité. Jean Klein aussi parle beaucoup de ça, Éric Barré aussi. Et quand l'attention est pleinement avec une fleur, avec un son ou avec une émotion, il y a directement pas de séparation. Tu expérimentes la présence, en fait. Hein. Et donc, du coup, l'objet est vidé de son caractère d'objet, en fait. Il est reconnu comme étant une expression de toi. Il apparaît à 0 cm de toi. Quand tu regardes un très beau texte, je crois de Jean Klein, sur un bouquet de fleurs, où il regarde le bouquet de fleurs, puis à un moment donné, tu t'effaces devant le bouquet de fleurs, tu deviens le bouquet de fleurs. Donc quand l'objet est vidé de sa substance, il n'y a plus de sujet. Et quand le sujet est vidé de sujet apparent, hein, le faux jeu est vidé qu'il est réalisé comme étant illusoire, et ben les perceptions tombent aussi, le mental tombe aussi. Ouais. Donc on peut, mais par contre, quand on fait une voie, il faut aller complètement dans l'objet, ou complètement, quand je dis complètement dans l'objet, devenir complètement passionné, attentif, sans intention, avec l'objet, avec la pensée, avec l'émotion, ou complètement intéressé par le faux sujet, le faux jeu. Il faut aller complètement dans un sens ou dans l'autre. Soit dans la voie de l'amour, soit dans la voie de vie. Et quand on va au bout d'une voie, en fait, on découvre ce qu'on aurait découvert en allant de l'autre côté. Mais il y a des moments dans la vie où c'est plus facile d'aller vers l'intérieur, et où c'est plus facile. Quand on est trop aimanté par une émotion, il vaut mieux se laisser prendre par elle. Il n'y a pas lieu de... Parce que s'il y a une émotion très forte, et qu'on essaye, disons, de découvrir l'espace en nous et qu'on n'y arrive pas, c'est aussi parce que on essaie de trouver l'espace pour soulager cette émotion, pour la calmer. Donc la recherche, elle n'est pas honnête. Elle n'est pas, tu vois, elle vient pas d'une vérité profonde. Je veux pas la vérité, je veux juste calmer l'émotion. Et si tu veux juste colmater une émotion
ou ne pas créer une résistance à certaines mémoires que tu ne veux pas laisser remonter, et que le prétexte pour dissimuler tout ça, balayer sous le tapis, hein, toutes tes zones d'ombre en allant vers l'espace, alors évidemment ça ne marche pas. Parce que s'il y a un objectif personnel, il y a de l'intention. En fait, c'est ça, tu vois. Donc c'est vrai qu'il faut avoir une certaine maturité, sensibilité pour voir. Il y a un moment pour sentir, faire l'unité, puis il y a un moment pour retourner l'attention. C'est à toi de voir. Je pense que moi ça m'apparaît comme complémentaire et il y a des moments où je ressens plus le besoin de l'un ou de l'autre. Mais c'est vrai que comme je vois je vois littéralement beaucoup de résistance quand je fais la vision sans tête. Oui. Je me dis qu'il faut aller de l'autre côté. Mais en même temps, je trouve que dans les moments où on souffre beaucoup, et ça a pu être certains des moments où j'ai eu le plus de facilité à une ouverture, parce que je pense justement qu'il y a plus autant la volonté de s'agripper. Là, il y en a marre de souffrir, donc... Quand vraiment tu as tellement résisté que le mental lâche par fatigue, tu veux dire par épuisement. Il y a ça existe aussi, mais je parle plutôt de moments où on souffre trop et il y a un décollement qui se fait, comme si ça devenait trop, et donc effectivement c'est une façon de s'en libérer, mais ça ouvre à autre chose, alors que quand ça va moyen ou bien, mais... Quand on souffre pas assez, en gros. En gros, c'est ça, oui. C'est vrai. C'est-à-dire que oui, souvent, moi j'ai remarqué ça aussi dans ma vie. Je crois que le principal maître, pour moi, je peux dire que ça a été l'impuissance. Tous ces moments où vraiment, quand il y avait de la souffrance, moyennement de la souffrance, on se raccroche encore à des bonheurs relatifs qui vont venir compenser. Mais quand vraiment on a l'impression de tout perdre, là on se raccroche plus. Non, à un moment donné, ça tombe. Et là, il y a l'état de grâce. C'est pour ça que on peut parler des différentes façons d'arriver à la grâce, à la reconnaissance de notre vraie nature. Et au fond, au fond, on peut en parler longuement, et il peut sembler que, et c'est vrai, la grâce peut apparaître à tout instant, finalement, tu vois. Mais il me semble quand même que, statistiquement, d'après les gens que je vois, que quand on pratique à la fois le retournement et qu'on est ouvert au ressenti des émotions, la voie du senti, il semble qu'il y ait une plus grande efficience. Il faut juste bien sentir quelle est sa porte. On a chacun une voie qui est plus facile. Donc mais ça ne doit pas être quelque chose de... Si ça commence à devenir difficile, lourd, tu vois, comme tu dis, parfois la vision sans tête, ça ne marche pas, pas insister. Plutôt, s'il y a une frustration que ça ne marche pas, j'ai une frustration. Sentir, j'ai une frustration, ou j'ai un échec, ou j'ai l'impression de ne pas y arriver. Donc, le moi du sens, ça c'est la vision duelle. Et après, je suis la frustration de ne pas y arriver. Et là, tu fais l'unité avec, complètement. C'est une expérience directe, donc hors des mots, hors des pensées. Il n'y a plus de référence, de comparaison, d'analyse.
C'est vraiment une expérience directe, vibratoire, sensorielle, tactile. Je suis la frustration jusqu'à ce que toi et la frustration il soit réalisé que vous êtes en fait comme deux vagues, deux formes d'eau qui se rencontrent et qui en se rencontrant vont perdre leur forme. Et c'est juste l'eau, c'est-à-dire l'essence de moi et de la frustration qui va être révélée. Suis la présence. Je suis la frustration. Je se dissout dans suis, dans être, et la frustration se dissout dans être. C'est l'être qui est révélé dans cette rencontre, tu vois. Et là, quand il y a eu cette révélation, ouais, il y a une tranquillité incroyable. Et là, tranquillement, tu retournes l'attention vers la source de la perception pour découvrir. Ah, voilà. Incroyable nouvelle. Il n'y a personne. Springing lights, summer